il y a un mot ou deux mots qui sont proches l'un de l'autre, qui sont inséparables, qui surgissent dans ma pensée une fois que je pense à mon pays. C'est l'énigme et le sphinx, porteur de cette énigme. Je commencerai par dire que la spirale, je ne l'ai pas inventée. La spirale est dans la nature. Donc il faut noter aussi que Engels ou Hegel ou Marx ou Héraclite n'ont pas inventé la dialectique. La dialectique est un mode de fonctionnement de la nature. La spirale est une structure absolue que l'on retrouve partout dans tous les phénomènes cosmiques, dans tous les phénomènes vitaux. Et déjà, physiquement, on retrouve la spirale dans le mouvement des cyclones, dans les vortex, les tornades. Les galaxies ont des bras et des tentacules en forme de spirale. L'ADN, qui est l'élément fondamental de la vie, parce que ça emmagasine toutes les informations, c'est la mémoire même de l'univers infini. Pas seulement la mémoire de l'homme. C'est la double hélice, puisque la double hélice, c'est une double spirale. Donc c'est ça qui m'a interpellé d'abord. L'omniprésence de cette notion de spirale, de cette structure qui est en mouvement perpétuel. Et je me suis dit, avec deux amis qui sont morts, René Philoctète et Jean-Claude Fignolet, pourquoi ne pas tenter d'utiliser plus ou moins cette structure pour exprimer le mouvement infini de la vie et de la réalité. J'ai été pendant longtemps dans la pluridimensionnalité et didactique, pédagogique. J'ai été professeur de mathématiques. Mais les mathématiques globales, la trigonométrie, l'algèbre, la géométrie plane, la géométrie d'espace. J'ai été aussi professeur de physique. J'ai enseigné l'optique, j'ai enseigné l'électricité, l'électromagnétisme. Et j'ai beaucoup lu sur la théorie de la relativité d'Einstein avant de passer à la théorie quantique qui m'a quelque part aussi aiguillé vers le chaos. Donc la théorie du chaos est limitrophe de la vision des physiciens quantiques. Alors, je n'ai pas inventé la spirale, mais mon mérite, c'est de l'avoir exploité jusqu'au bout et d'avoir reconnu son importance dans la constitution des phénomènes vitaux. Et j'ai écrit des livres que l'on ne comprenait pas parce que c'était comme la vie. Toute la vie est énigmatique. Toute la vie est énigmatique. Tout tient de l'énigme. Dans mes limites et dans mes possibilités aussi, je crois avoir écrit des livres comme Ultravocal, comme Mur à crever, comme le premier roman de la langue créole qui vient d'être traduit en anglais. Ça paraît aux États-Unis la semaine prochaine, c'est pourquoi je pars la semaine prochaine. Ça, c'est la version anglaise. Elle avait été déjà traduite, cette œuvre, en italien, en espagnol, et en portugais, en français. Mais ça, c'est la première version en langue anglaise. Et c'est important quand on connaît l'importance au niveau de la diffusion. Au niveau aussi de certains textes, parce que quand on prend l'œuvre de Shakespeare, quand on considère l'œuvre de James Joyce, la langue anglaise est assez puissante. Mais maintenant, c'est surtout la diffusion.
L'anglais est utilisé partout comme langue de communication, surtout dans le domaine scientifique, dans le domaine économique. Donc je suis bien content que ce livre, enfin, qui est le premier roman de la langue créole, le premier roman de la langue créole, et défie, et ça c'est un de mes tableaux, ce sont des zombies, parce que j'ai utilisé l'allégorie des zombies qui sont des êtres soumis, exploités. C'était une façon pour moi de prendre position contre la dictature de Duvalier. Et contre toutes les autres dictatures du monde. Parce qu'on avait pas seulement Duvalier, il y avait Trujillo en République dominicaine, Somoza et Stroessner dans l'Amérique latine. Et on avait aussi l'expérience ancienne des grands dictateurs comme César ou Caligula, et puis plus proche de nous, l'horrible Adolf Hitler. Donc, ce livre paraît en anglais. Alors, pour reprendre ce que je disais, je crois que la spirale m'a permis d'exprimer ce que Édouard Glissant, a appelé le chaos monde. Donc, s'il y a un écrivain, ça je me permets de le dire, d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai dit la première fois, c'est une critique, c'est une dame américaine, négro-américaine. Elle est professeure aux États-Unis dans plusieurs universités. Elle m'a dit un jour, ça remonte déjà à plus de 20 ans, Franck, dans les Antilles et surtout en Martinique, il y a des écrivains qui sont très proches de Glissant. Mais ils sont proches de Glissant physiquement et sur le plan de l'appartenance citoyenne, ils sont martiniquais. Mais celui-là qui a écrit les livres de Glissant, c'est Franck Etienne. Les livres que Glissant aurait dû écrire à partir de sa conception, de ce concept de chaos monde, c'est moi qui ai exprimé ça. Et je crois que tout mon mérite vient de là. D'avoir essayé d'appréhender les structures chaotiques de l'univers. Quelqu'un qui a vécu 51 ans sur une terre avant d'avoir connu autre chose. Je suis monté dans un avion pour la première fois à l'âge de 51 ans. Donc je ne connaissais que Haïti. Si on parle sur le plan spatial, géographique, donc je ne saurais ne pas être marqué par Haïti. Je suis profondément marqué par Haïti. Et là encore, je me permets, à mon âge, j'ai toute l'autorité pour le dire, je ne suis pas dans la fantasmagorie, ni dans le mensonge. Le fameux Martiniquais universel, Aimé Césaire, quand je l'ai rencontré pour la première fois dans les années 90, il est descendu de son bureau pour m'accueillir et dire « Enfin, j'accueille Monsieur Haïti ». Je suis l'écrivain emblématique de la merde haïtienne, mais qui contient toute la complexité du monde. C'est pas seulement l'auteur, c'est aussi la constitution fondamentale de la vie. Parce que le processus, je n'emploie pas ce mot dans le sens de déchet, je l'emploie dans le sens d'époustouflant, étonnant. Haïti est même une terre énigmatique qui agace les gens. Oui, le présent, mais comme vous m'aviez dit que ce présent, mon bon ami, l'écrivain, l'académicien, Daniel Afrière a insisté à accentuer le présent. Moi, je dis pour Haïti, c'est pas ça. Haïti, c'est plutôt un temps pluridimensionnel. Nous sommes à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, qui fait une masse. C'est un massif
que l'on ne peut pas décanter avec facilité parce qu'il y a une imbrication, une agglutination de 3 temps. Le passé, parce que l'histoire haïtienne est une histoire particulière. Donc ce qui signifie qu'on ne peut pas ni gommer, ni effacer le passé haïtien. Il y a même une dimension passéiste, mais le plus souvent chez les politiciens, qui ont tendance à rappeler tout ça en vertu des Salines. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons chassé les Blancs, nous avons battu l'armée de Napoléon. Donc c'est important pour nous le passé. D'autant plus que nous portons les blessures de ce passé. Mais le présent, dans le présent, qui serait une sorte d'actualité et à la fois mobile et immobile, c'est un paradoxe. Ici, on retrouve à la fois la mobilité et l'immobilité dans la même entité, ce qui fait que on a les 3 temps qui se rejoignent, qui s'enchevêtrent, le passé, le présent et le futur. Nous sommes du 15e siècle, du 16e siècle, à l'époque où nous portions les chaînes de l'esclavage. Ça nous a marqués. Nous sommes de ce présent qui est insaisissable et pourtant qui paraît fixe. Mais nous sommes aussi du 22e, du 23e ou du 25e siècle parce que quelque part, Haïti a toujours donné l'exemple des événements qui allaient se produire dans 2, 3, 4 siècles à venir. C'est maintenant que l'Occident apprend ce que c'est que cette crise mortifère. Elle s'exprime en Allemagne, cette crise. Elle s'exprime en France, les gilets jaunes. Elle s'exprime tout près de chez nous, là, au Venezuela. Elle s'exprime aux États-Unis avec ce monstre qui vit avec un mur dans sa tête qu'on appelle Trump et qui croit qu'il faut une muraille pour séparer 2 entités raciales qui sont très proches historiquement. Haïti a connu tout ça bien avant. Donc nous sommes du futur, aussi bien que nous sommes dans un présent. J'ai dit mobile, immobile, mais en spirale. Et puis le passé, qui est comme une écharde dans la chair du nègre qui a souffert profondément de l'esclavage et du colonialisme. Il n'y a pas que le présent. Il y a plutôt une trilogie, mais une trilogie dans une unité que l'on ne peut pas éclater, que l'on ne peut pas séparer, que l'on ne peut pas couper. En opposition à l'esclavage, en opposition au colonialisme, en opposition à un système qui a été le chemin tracé, choisi par l'Europe pour s'épandre. C'est bon le mot est français. Et il y a, si pour vous me donner un autre verbe, serait mieux. L'expansion. Mais c'est ça, c'est s'épandre. C'est l'expansion. À travers le monde. Toute l'Amérique a été colonisée et esclavagisée par l'Europe. Oui, nous nous sommes constitués à partir de cette opposition profonde, à la fois militaire, sociale, politique et surtout spirituelle. Oui, il y a eu cette opposition. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Parce que c'est ça, le problème d'Haïti. Nous avons fait ce qui paraissait impossible. Nous avons repoussé les limites
de l'humaine condition parce que c'est nous qui avons donné l'exemple de la première terre esclave qui a brisé les chaînes et ensuite qui a constitué une indépendance en marge de ce que l'Europe avait adopté comme système de gestion à l'époque, système économique, un système financier. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Nous sommes entrés dans la fragmentation. Et là, on a rejoint l'Occident. Et on a rejoint l'Occident dans sa pensée la plus profonde, à savoir la fragmentation qui implique le tiers exclu. C'est Aristote. Si A existe B en face, il n'y a pas de place pour C. Et A étant A, B étant B, il n'y a pas à les confondre. Or, ce n'est pas vrai. Nous disons que tout est tout, et tout est dans tout. Mais malheureusement, tout de suite après l'indépendance, on a eu la fragmentation. On a assassiné l'empereur, on a assassiné le fondateur de la patrie, Jean-Jacques Dessalines. L'Ouest a été géré par Alexandre Pétion et le Nord par le roi Christophe. Et depuis cette époque, nous sommes dans la division. Nous sommes dans la division. Et cette division, elle a été nourrie de manière pernicieuse par le système colonialiste esclavagiste. Donc la rupture n'a pas été totale. C'est comme il s'agissait de casser la coquille, mais sans tuer, sans briser l'œuf. C'est un défi. Oui, et moi je crois que trop souvent, les penseurs, les intellectuels, dans leurs analyses, pour accéder à l'essence de la réalité, ils commettent une grave erreur. À savoir que selon eux, pour saisir la substance profonde de toute réalité, il faut exclure le chaos. Il faut extirper le chaos parce qu'ils considèrent le chaos comme non seulement comme une pollution du réel, comme une pollution de la vie, mais comme un cancer ténébreux. Or, moi, je fais le contraire. Je m'installe à l'intérieur du chaos et j'essaie de gérer ce chaos qui est permanent. Le chaos, c'est la vie. Une seule chose n'est pas chaotique, parce qu'elle n'existe pas, la mort. Il y a une approche erronée de la mort parce que on reste encore attaché au côté morbide, la peur, les traumatismes, on ne sera pas là, on va être absent pour toujours alors que le monde continuera à tourner sans nous. Mais non, il faut tenir compte des mutations et des métamorphoses. Et c'est là l'importance de la spirale, qui est quelque part très proche de la théorie du chaos. C'est à l'intérieur du chaos. Le chaos, c'est le lieu fondamental des grandes mutations et des métamorphoses, c'est-à-dire de la vie. Tout change parce qu'il y a les mutations, et quand les mutations s'accumulent avec une certaine intensité et une certaine massivité, on va avoir une variation de fréquence
car tout est à base d'énergie. Donc cette variation de fréquence va entraîner maintenant l'émergence de quelque chose qui est nouveau, l'émergence du neuf, et c'est la métamorphose. Je peux dire quelque chose de très osé. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de paroles mises en jeu par des militants qui souvent sont dans l'excès, dans le rejet total de l'Occident. Ce n'est pas mon cas. Je ne peux pas cracher sur Mozart. Je ne peux pas cracher non plus sur Descartes, avec son cartésianisme, ni sur Aristote, avec sa rationalité, au premier degré. Mais je suis obligé, à partir de ce qu'Haïti m'a donné, parce que ça, c'est Haïti qui me l'a donné. J'ai été toujours attentif au battement énigmatique de cette terre que l'on n'arrive pas à comprendre qu'elle existe et qu'elle n'existe pas en même temps. Le plus grand crime, on a toujours critiqué l'Occident, que ce soit Marx lui-même ou d'autres militants, et jusqu'à présent. Il n'y a pas besoin de citer les noms. On a eu Ho Chi Minh, on a eu Castro. Et l'Occident vraiment mérite cette critique. Elle a commis des crimes contre l'humanité. L'esclavage est insupportable. C'est la privation de la liberté, donc c'est la privation de l'être. C'est l'extinction de l'être. C'est l'étouffement de l'être. Le colonialisme qui continue encore sous la forme de la mondialisation, de la globalisation, est inacceptable. Mais moi, j'ose dire que le plus grand crime commis par l'Occident, c'est d'avoir fragmenté l'être, c'est d'avoir fragmenté la vie. Comme je le disais tout à l'heure, A reste à sa place, B reste à sa place. S'il doit y avoir des rapports, c'est des rapports de domination et des rapports de soumission de la part de l'autre volet, de l'autre partenaire. Moi, je crois qu'il y a près de plus de 2000 ans, peut-être près de 3000 ans, l'Occident nous a mis sur des rails. Et comme l'Occident avait fait des progrès sur le plan militaire avec tous les Bataclans, d'abord la poudre à canon, bon, ça viendra après, mais bien avant, on a eu les catapultes, donc il y a eu tout un ensemble d'instruments concrets, militaires, stratégiques aussi, qui ont permis à l'Occident de concrétiser ses conquêtes. Nous n'allons pas parler d'Alexandre ni de Philippe de Macédoine. Arrêtons-nous à l'Empire romain. Les populations qui ont été soumises à cette domination, qui prenait parfois la forme de l'esclavage, une exploitation terrible, on les a forcés, on les a contraints à adopter une direction. C'était la direction de la raison raisonnante. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1, c'est pas 2. 1 plus 1, c'est l'infini. 1 plus 1, c'est l'infini. Et pourquoi j'ai dit c'est le crime le plus atroce? Et c'est le crime ultime de nous avoir ainsi châtrés de l'imaginaire. Vous serez obligé, je ne sais pas, cette semaine ou la semaine prochaine, de prendre un avion qui est un cercueil volant pour retourner chez vous. Ou bien par bateau, qui est un massif métallique qui flotte parmi les vagues. On aurait pu voyager simplement par l'imaginaire.
sans utiliser ces instruments massifs et qui ne sont pas de toute sérénité pour la pensée humaine qui a peur de la mort. Dire Paris et être en même temps à Paris, car le corps le plus rapide, c'est l'imaginaire, c'est la pensée. On nous a dit que ça, c'était de la superstition, ce n'est pas rationnel, et une fois qu'on a écarté une voix, elle s'asphyxie. Parce que vous pouvez me dire pourquoi, M. Etienne, vous ne le faites pas. Les voix qui ont été écartées, mises au rencard par la civilisation occidentale dominante avec sa rationalité cartésienne, a entraîné l'asphyxie de certaines possibilités divines qui sont chez tous les hommes. Et ils sont en train de se débattre maintenant avec des sondes et des engins spatiaux pour aller explorer la Lune, Mars, alors que l'univers est infini. L'étoile la plus proche de la nôtre, qu'on appelle Proxima Centaure, est à 4 années-lumière. Ça veut dire 10 000 milliards de kilomètres. Alors, il prendra 2000 ans, 10 millions d'années pour y arriver. Eh bien, on aurait pu dire galaxie Oméga et être transporté tout de suite par l'imaginaire l'espace d'un éclair. Même pas l'éclair, quoi. Plus rapide que l'éclair. L'espace de la pensée. Car la pensée, là où tu es, tu peux voir ta chambre, là où tu dors. Je ne sais pas si tu vis à Marseille ou à Paris ou à Bordeaux. Pourquoi ne pas y être en même temps? La pensée y est et puis ton corps reste là. C'est parce que on nous a condamnés à nous enfoncer dans la massivité du corps. Et à partir de ce moment, la fréquence vibratoire est basse. Quand on est en face du concret, la fréquence est basse. Quand la fréquence s'élève, on est dans le non manifeste, on est dans l'invisible, on est dans le subtil. Voilà tout ce que nous avons perdu à cause de cette fermeture de l'Occident dans une rationalité desséchante et pauvre. Nous avons perdu le chemin de la lumière divine. Quand je dis Dieu, je ne dis pas une personne. L'univers infini est le corps de Dieu. Tout l'univers infini avec les particules qui sont dans le béton, qui sont dans le microphone, qui sont dans les papiers du livre, qui sont dans mon corps, qui sont dans tes poumons. Avec les galaxies, avec la Lune, les différentes étoiles, les quasars, les trous noirs, tout cela constitue le corps de Dieu, qui est infini. Et nous faisons partie de ce corps infini. Donc nous avons toutes les possibilités qu'on attribue à Dieu. Omnipotence, omniprésent, omniscient. L'Occident a tué toutes ses capacités. Oui, on arrive à la physique quantique, mais la physique quantique ne sépare pas. Au contraire, la physique quantique montre qu'il y a une complicité, non seulement entre les particules elles-mêmes, mais entre l'observateur et la particule. C'est-à-dire que je transforme la particule que j'observe et la particule observée me transforme aussi. Enchaînement, enchevêtrement, interaction. Interconnexion, comme le montre l'informatique actuellement. Interconnexion totale. Nous sommes tous interconnectés. Parce qu'on a confisqué des richesses matérielles et on a voulu confisquer notre corps physique pour l'utiliser comme outil de travail. À ce moment-là, le non-manifeste se développe. L'invisible se développe. L'insaisissable se développe. C'est le contre-coup, au contraire. C'est parce qu'ils ont fait ça
que nous avons une culture aussi riche, qui est une culture qui paraît énigmatique à l'haïtien, Internet qui paraît énigmatique pour l'étranger. Vous avez voulu utiliser mon corps, mes bras, pour que je coupe la canne à sucre, pour cueillir le cacao, allez-y. Mais entre-temps, moi, je voyage, je suis ailleurs. Et je suis partout en même temps. Prenez quelqu'un. Un individu, un groupe ou une communauté. Enfermez cet individu ou la communauté, mais restons à l'individu. Enfermez-le dans un endroit hermétiquement clos. Pas de fenêtre, pas de porte, pas la moindre fente, la moindre éclaircie où pourrait passer une lueur. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste le voyage par l'imaginaire. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir. Et c'est ce qui explique la créativité haïtienne. Après l'indépendance, les classes aisées, à l'époque, en majeure partie mulattes, mais il y avait aussi des noirs, les généraux noirs. Donc les élites économiques se sont arrangées pour ne rien laisser au petit peuple qui pourtant avait le fusil, avait la machette pour défendre la liberté. Ils étaient exclus. Exclus par leurs propres frères de sang. Alors qu'on menait la même lutte. Les colons, les blancs, ils sont partis et on a perpétué le système. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons fait pas opposition, mais après nous nous sommes trahis nous-mêmes. Nous avons perpétué, nous avons poursuivi, nous avons repris le système colonialiste, le système esclavagiste. La citoyenneté a été refusée à 95% du pays, en particulier les paysans marginalisés, ignorés quand on ne les exploite pas. Et cela jusqu'à présent. Et c'est cette fermeture matérielle, économique, financière, sociale, pas d'école, pas d'hôpitaux, plus rien. Et on a eu progressivement la germination de cette création artistique pour traverser ces murs, soi-disant hermétiques, pour ouvrir ces portes, soi-disant hermétiques, grâce à l'imaginaire. C'est ce qui explique la richesse de la créativité haïtienne. Nous sommes riches de tout notre imaginaire parce que physiquement, on nous a enfermés pour nous tuer, mais nous avons refusé la mort. Je venais d'écrire une pièce de théâtre qui décrivait le tremblement de terre. 2 mois avant. Parce que, en songe, une voix, la mienne, la voix divine qui est à chacun de nous, et que malheureusement, on lui a tourné le dos, on l'a muselé. Cette voix, elle est en chacun de nous. Nous sommes Dieu. Mais on a muselé la lumière. On a chassé la lumière. Et on a choisi les ténèbres parce que ce qui est important pour l'Occident, c'est l'accumulation de biens matériels, le pétrole, l'or, l'iridium, l'uranium, le cacao. C'est ça qui tue l'Occident et qui tue aussi l'humaine condition parce que nous sommes devenus quelque part enchaînés. Bon, je ne dirais pas comme celui-là qui avait découvert le feu et qu'on a enchaîné pour qu'il ait ses viscères dévorés par l'aigle. C'est ce personnage de la tragédie grecque, Prométhée. Je n'ai pas cette prétention de dire que nous sommes des Prométhées.
Mais je généralise, nous, tous les êtres humains portent en eux cette lumière, cette petite lampe, qui est la lampe divine. Eh bien, c'est ma voix qui m'a dit, Franck Etienne, tu vas écrire une pièce de théâtre sur un tremblement de terre qui bientôt va ravager Haïti, va dévaster, surtout Port-au-Prince. Ma femme ne m'a pas cru. J'ai écrit la pièce en une semaine. Les répétitions se faisaient sur la cour. Et le jour même du tremblement de terre, le 12 janvier, je venais de répéter à 4h30 la pièce qui allait être jouée le 24. Je suis monté à 2 personnages. Mon partenaire est parti dans sa voiture à 5h moins 20. Je monte l'escalier. Un journaliste américain vient me trouver parce qu'il avait rendez-vous avec moi. Il monte, il vient me trouver là-haut. Et à 5h moins 12 ou 5h moins... Ce sont les premiers soubresauts de ce tremblement de terre qui a dévasté, qui a emporté plus de 250 000 personnes. Bon, bien sûr, à cause de toute l'irresponsabilité aussi des dirigeants. Parce que depuis 2 siècles, nous avons toujours mal construit. Nous n'avons jamais été dans la construction, plutôt dans la destruction. Alors, le lendemain du tremblement de terre, Daniel Laferrière est venu me voir, puisque nous sommes très proches. Il est venu me voir et il m'a vu pleurer. Et j'ai dit, la pièce de théâtre que j'ai écrite, est-ce que ça ne me donne pas la mauvaise conscience? C'est comme si j'avais attiré le tremblement de terre. Il dit, ah Franck, c'est la culture qui demeure. Regarde, dans ma bibliothèque, les livres sont restés debout. Vraiment, tous les livres sont restés debout. Les murs sont partis, mais il y avait des petits tréteaux, les livres sont restés debout. Et il a dit cette phrase, qui a une part de vérité. Quand tout tombe, il reste la culture. Et moi, j'ajoute quelque chose. Il s'agit de quelle culture? C'est la culture de l'esprit, c'est la culture de la lumière, c'est la culture qui apporte le progrès. Mein Kampf est une œuvre culturelle. La culture n'est pas neutre. Ce qui donne sa force, sa substance, sa constitution à la culture, c'est l'orientation de cette culture vers la libération de l'être ou vers la domination de l'être. Moi, je suis contre cet emploi abusif par tout le monde, et c'est pas, je ne critique pas Laferrière. Il a dit la vérité. Mais de manière presque répétitive, morbide, partout, la culture. Écoutez, la culture, c'est un mode de vie, c'est une vision du monde. Elle n'est pas la même chez tous les hommes. Il y a une culture que je glorifie, c'est la culture qui me conduit vers les zones lumineuses de la vie. Parce qu'il y a des cultures aussi qui vous enterrent. Le fascisme est une expression culturelle. La mondialisation actuelle est une expression culturelle. C'est ce que nous mettons là-dedans qui lui donne telle valeur, tel type de valeur. Les prédateurs, n'est-ce pas, qui harassent les femmes, le harassement sexuel, c'est une culture. C'est la culture du machisme. Le tigre a sa culture, aussi bien que le lion a sa culture. L'éléphant a sa culture. J'insiste surtout, depuis ces 20 dernières années, que je suis entré dans le champ de la spiritualité, où je privilégie les forces lumineuses, les forces spirituelles, parce que la conscience, une conscience peut être ténébreuse, mais il y a la conscience lumineuse. C'est cette conscience qui nous porte à nous élever et à tendre la main à l'autre. L'ouverture, c'est la conscience lumineuse. Donc je suis dans cette forme de spiritualité qui me permet de porter ces croix, ces crucifix, et il y a même là, ça c'est
3 règles. Donc il y a même une pluridimensionnalité, c'est encore le chaos. Ça, c'est 3 règles à côté du Christ mexicain et du crucifix catholique. Mais c'est un symbole. Je ne suis pas catholique. C'est le symbole d'un être mythique. Il n'y a pas besoin de savoir s'il a existé. Mythique, qui a choisi délibérément d'aller vers sa propre mort avec l'idée ou le fantasme de libérer l'humanité. Mais malheureusement, on sait tout ce qui est arrivé de méchant, de mauvais, de malsain et dans la période post-chrétienne. Toutes les guerres, toutes les croisades, pour arriver jusqu'à la bombe atomique. C'est bien après le Christ, on n'a pas suivi ce modèle. On n'a pas suivi. Moi, c'est pourquoi je porte ça. Pour que tout le temps je dis, jamais plus je ne piétinerai l'autre. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de sérénité et de courage pour tendre la joue gauche à celui-là qui m'aura frappé à la joue droite. Je ne sais pas. Mais je ne frapperai personne. Ce que je vais vous dire là, je le tiens de plusieurs entrevues que j'ai eues avec des prêtres vaudous et des prêtresses vaudous au cours du mois de mai de l'année 1986. Duvalier venait d'être renversé. Et une partie de la chrétienté haïtienne a cru opportun de mener une guerre d'extermination contre le vaudou. Plus de 200 prêtres vaudous, plus de 200, 300 vaudouisants, dans le sud surtout, avaient déjà été massacrés, la tête tranchée, sous prétexte qu'ils avaient soutenu le gouvernement de Duvalier. Mais il y avait des prêtres qui étaient à côté de Duvalier, il y avait des prêtres, des catholiques, des non-croyants, des protestants qui ont servi le régime de Duvalier. Pourquoi cibler le vaudou? Et j'ai pris position à l'époque, ouvertement. Dans les quelques médias maintenant, il doit y avoir une centaine, mais à l'époque, il y avait une bonne dizaine de médias importants. J'ai fait les médias, j'ai fait la télévision, j'ai fait la radio, et j'ai dit, ce n'est pas possible, c'est un crime. Et 2 semaines après, j'ai reçu des délégations de prêtres vaudous venus de l'Artibonite pour me rendre hommage et me dire merci. Franck Etienne, il n'y a que vous à l'avoir fait, mais c'est seul vous qui pouviez le faire parce que vous êtes au-dessus de tout soupçon, vous étiez contre Duvalier. Parce que j'ai une pièce qui a systématiquement déboulonné le système de Duvalier. C'est la première pièce qui a secoué l'opposition, et à l'époque, il y avait, ils ne sont plus, ils sont morts, il y avait des opposants, et le peuple aussi qui était dans l'attente, on s'est servi de la pièce, n'est-ce pas, pour agacer le régime de Duvalier. Donc les Mougans m'ont dit, vous êtes celui-là qui était mieux placé pour le faire. Merci, vous nous avez sauvé la vie. Non seulement vous avez rendu service au vaudou, mais vous nous avez sauvé la vie. Est-ce que ça vous intéresserait de faire autre chose? Et c'est ainsi que du 11 au 13-14 mai, je ne me rappelle pas exactement les dates, de l'année 86, on a eu le premier congrès vaudou. C'est moi qui ai été à l'origine de ce congrès, sans être vaudouisant. Mais reconnaissant l'importance du vaudou dans la psyché du peuple haïtien, dans sa vie, dans sa culture, dans son existence quotidienne, pour sa survie aussi. Le vaudou lui a permis de survivre.
Parce qu'il y a, comme dans toute religion, mais il y a surtout dans le vaudou, c'est plus évident, il y a une dimension à la fois surréelle et une dimension onirique, dimension imaginaire, fantastique. Eh bien, j'ai eu ce que je vais vous dire là, je l'ai eu à partir de la confiance que m'ont faite certains prêtres vaudous. Ils m'ont dit, Monsieur Franck Etienne, et cette conversation a eu lieu avec moi tout seul. Et ils étaient une cinquantaine dans une chambre. Dans un temple, à l'intérieur d'un temple qu'on appelle Péricile. Ils m'ont dit, le vaudou, c'est d'abord une religion. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des officiants. Nous avons des fidèles. Nous avons des adeptes. Il y a des kanzo, des unsi kanzo, des hungenikon. Nous, les mambo, les prêtresses vaudou et les hungans, nous essayons de conduire ce peuple. Et ils ont même ajouté, comme Moïse avait fait pour les Juifs. Mais puisque la société haïtienne, nous sommes sortis de l'Afrique, nous avons été projetés en Amérique et nous avons découvert un système hostile qui est l'esclavage, avec des injustices de toutes les formes. Et malheureusement, ces injustices se sont perpétuées même après le départ des colons. Nous vivons une société d'injustice. C'est ce qui explique que nous nous plaçons non seulement sur le plan médical, dans la situation de médecins qui traitent les malades, mais nous nous plaçons aussi dans la situation de justiciers. On nous critique parce qu'on dit que nous tuons, nous empoisonnons, que nous faisons du mal, que nous faisons du tort à la société, mais que la justice officielle soit bonne et juste. Et nous n'aurons plus à remplir ce rôle. Est-ce que c'est clair pour vous? Nous n'aurons pas besoin d'empoisonner celui-là qui a fait du mal à un voisin. Mais il n'y a pas de justice parce que le voisin, s'il est fort, s'il a du pouvoir, il fait tout. Donc il ne nous reste qu'une solution, c'est de l'éliminer par des voies secrètes et occultes. C'est assez clair, hein? Et ils ont terminé avec quelque chose de très fort. Mais là, je peux me permettre, c'est pour lui rendre hommage, le Hongan Hérard Simon, qu'on avait fait passer pour un tonton Macoute de Duvalier. Mais il m'a dit, oui, Franck, j'étais Macoute, mais moi, je n'ai pas fait de crime. J'étais Macoute pour ma protection. Comme on a trouvé des gens qui étaient fascistes pour protéger leur famille. Il m'a dit, Franck, ce qui m'agace le plus, parce qu'il était un peu intellectuel, il a fait un peu d'études. Il pouvait mieux s'exprimer que certains Hongans qui étaient analphabètes. Il m'a dit, Franck, on veut faire passer cette thèse, on la généralise, on la diffuse, cette thèse que le vaudou est responsable du sous-développement du peuple haïtien. Franck, je sais ce que tu penses, mais je te dis, si c'est vrai que c'est nous qui sommes responsables, nous les vaudouisants, qui sommes responsables du sous-développement du peuple haïtien, qui sommes responsables de l'analphabétisme du peuple haïtien, qui sommes responsables de la pauvreté du peuple haïtien, eh bien, on est en train de dédouaner l'impérialisme et tout cela qui nous a occupés, qui nous ont fait que du mal. Et sur le plan de la pratique, il m'a dit, Hérard Simon, Franck, il n'y a rien
d'extraordinaire que l'on puisse dire, apprendre à tout le monde, mais ils ne vont pas nous croire. Nous pouvons voyager, c'est pourquoi je te dis ça. Nous pouvons voyager, là c'était dans la Tibonite, nous pouvons voyager avec l'air, nous allons beaucoup plus vite que le vent. Si tu me demandes de transmettre un message à quelqu'un qui est jusque dans le sud, je n'aurai besoin que de 5 minutes pour le faire. Parce que le vaudou, comme tout phénomène humain, est axé sur le fonctionnement de l'énergie à travers tous les phénomènes de l'univers. Quelqu'un qui est dans la crise de possession, ce que les Blancs, quand je dis Blanc, ce n'est pas de mépris, hein. Je parle de certains chercheurs qui n'arrivent pas à comprendre, qui considèrent ça comme étant, je ne sais pas, comme étant quelque chose de magique. Ils disent que celui-là qui est en état de crise de possession, il est possédé par le démon. C'est un mauvais esprit qui le chevauche, qui est entré dans son âme. C'est l'attitude de l'Occident qui considère quelqu'un qui est, on appelle ça, prend loi. Le loi, L-O-A. Donc, un loi, le visage est totalement métamorphosé et dansant par terre, roulant par terre, et puis avec un langage presque surréaliste, annonçant des choses prémonitoires. Ils disent que c'est la chose la plus naturelle. C'est le fonctionnement de l'énergie, car on dit crise de possession. Moi, je dis plutôt prise de possession. Parce que cette énergie qui rentre en nous nous permet de saisir l'univers et de voir le passé, le présent et le futur. Et la crise de possession n'est pas une crise, c'est une prise de possession qui nous plonge dans la totalité de la vie et dans la totalité du monde. Écoutez, un savant du IVe siècle, ou bien je prends le vieux Galilée, ou encore un savant même jusqu'au XVe, XVIe siècle, il travaillait dans un petit coin étroit, à l'étroit, et parfois à la lumière d'une lampe ou d'une bougie. Le savant, actuellement, il travaille pour un gouvernement. Il est récupéré. Et c'est arrivé à la créativité en Haïti. C'est-à-dire, puisque le coup de pouce fondamental a été donné par un Américain, c'est David Peters, qui est venu, qui a découvert la peinture naïve et la peinture primitive. Et puis, il faut dire, bon, il les a aidés à sa façon, à sa manière. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais il les a aidés à donner du matériel. Et on a eu, à l'époque, une grande fournée de grands naïfs, parmi lesquels Hippolyte, Saint-Brice, sont de grands créateurs. Et les marchands sont venus. Comme Hemingway, après le prix Nobel, avant de se suicider, a écrit quelque part « Et les riches sont venus ». Quand les riches arrivent, très souvent, je ne crache pas sur la richesse, parce que l'abondance, elle fait partie de la nature. Mais l'abondance qui se partage. Mais quand les riches prédateurs, il faut ajouter ça, quand les riches prédateurs arrivent, quand les marchands prédateurs arrivent pour acheter ce livre à 10 sous, à 10 $, et l'exploiter au niveau d'un film ou d'une pièce de théâtre à l'échelle du marché planétaire, là on n'est plus dans la création.
Et ce malheur est arrivé ici. Les peintres, les artisans ont été exploités et à un moment donné, l'art a subi une déperdition et un glissement pour devenir plutôt de l'artisanat commercial. Parce qu'on répète le même tableau. C'est le tableau qui se vend. Donc on le fait 200 fois, 300 fois. Le fait que, depuis quelques années, nous n'avons plus de tourisme, et surtout de touristes américains, de touristes occidentaux, qui viennent ici, puisque être un pays en instabilité, il y a un brassage, on ne sait pas ce que ça va donner, c'est imprévisible. Aujourd'hui, tu es bien là chez moi, et demain matin, les rues sont barrées avec des pneus qui fument, etc. Et les Américains ont mis, tout récemment, le chiffre 4 comme alerte pour Haïti, c'est-à-dire c'est un pays en guerre. Mes chers amis, ce sont des malheurs, mais qui quelque part rendent service à la création. Parce que quand on n'a plus d'acheteurs, on est obligé de se tordre les tripes et les méninges pour pondre du vrai art, de la vraie création. Je vous donne, c'est pas de l'individualisme égocentrique, mais je vous donne mon cas particulier. J'ai commencé à peindre autour des années 68. Ça fait déjà 50 ans. J'ai passé 20 ans. Les deux sont vrais. Sans avoir vendu, sans avoir pu vendre un tableau, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit sans avoir voulu vendre un tableau. Les deux sont vrais. Hein? Quand je me suis rendu, puisque j'étais venu avec quelque chose de chiant, de chaotique, qui rappelait un peu Jackson Pollock, le coulage, etc., l'enchevêtrement des lignes. On n'avait pas l'habitude de ça. Ouais. Mais je me suis dit, tant mieux. J'ai la liberté maintenant de faire ce que je veux. Je ne vais pas peindre pour une clientèle, je vais peindre pour moi-même. Et s'il arrive par bonheur que ça marche pour moi, que je sois encore vivant dans 20 ou 25 ans, les gens seront obligés d'acheter mes tableaux. Mais les tableaux que j'aurais fait moi-même avec mes sentiments, mes fantasmes, mes chimères, mes utopies, mes illusions. C'est une bonne chose quand les riches ne sont pas là. J'ai écrit le premier roman créole, Désafi, et je ne me suis jamais classé dans la créolité. C'est un ouvrage universel. Et là, je donne raison à Glissant qui avait un autre point de vue. La créolité, elle a une résonance qui est trop proche de, je dirais, de la constitution d'une langue, c'est-à-dire du créole, en tant que langue. Glissant avait proposé la créolisation. La créolisation, c'est le phénomène d'ancrage d'une culture dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire, on peut avoir la créolisation en Europe quand 2 ou 3 cultures se rencontrent, s'entrechoquent, s'enchevêtrent, et là, il y a une sorte de métissage qui en découle et qui apporte de la richesse et de la diversité. La créolité est réductrice, tandis qu'il y a une opulence avec un débordement d'imaginaire dans le phénomène de la créolisation. On peut être spiraliste sans être de manière ouverte un créateur. Tu es spécialiste dans ta vie avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents. Et dans ta vie personnelle, on peut avoir une chorégraphie spirale,
aussi bien qu'une musique spirale, aussi bien qu'une vie spirale. La spirale implique la non-linéarité. La spirale implique la non-prédominance de la raison résonante qui s'impose comme seul instrument d'analyse. Tu acceptes le désordre pour le gérer et pour que jaillisse la lumière.